En manchette aujourd'hui, une Val-d'Orienne est menacée d'expulsion à la veille du 1er juillet et une modernisation du régime forestier s'impose d'après un rapport sur l'avenir de la forêt. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi à tous et bienvenue au TVA Nouvelles. On le sait, le 1er juillet arrive rapidement et certaines personnes sont dans les cartons pour le déménagement, mais Félix, une Val-d'Orienne, vit une autre réalité et risque de se retrouver sans logement dans quelques jours. Oui, Kémilia, j'ai rencontré Pauline Risky qui vit dans son logement depuis 5 ans maintenant et qu'elle ne sait toujours pas si elle va pouvoir y rester ou non. C'est son potentiel nouveau propriétaire qui userait de ruses et d'harcèlement afin de l'évincer pour prioriser l'allocation du logement à des travailleurs, selon elle. Ce qu'il faut savoir, Kémilia, c'est qu'on a fait une publication sur une page Facebook pour récolter des témoignages de gens qui vivraient la crise du logement et c'est près d'une cinquantaine de commentaires qui nous ont été laissés sous la publication. Et c'est principalement, ce qui est ressorti principalement, c'est le prix élevé des loyers, des locataires qui ont des animaux, qui ont de la misère à se trouver un logement, et aussi des gens issus des Premières Nations qui se font refuser des logements par racisme. Et il y avait aussi, dans les commentaires, la présence élevée de travailleurs extérieurs de la région qui occupent des logements ici. On peut justement écouter à ce sujet Mme Risky. Futur acheteur, le jeune, qu'il n'a pas signé rien, comme quoi qu'il est propriétaire. Il m'a harcelé, en tout cas, je me sentais harcelée, là, parce qu'il voulait mon logement. Il est venu me le dire dans ma cour pour pouvoir continuer à louer aux travailleurs en haut, ce que le propriétaire fait depuis 1 an et demi, là. Et Félix, pour les téléspectateurs qui se trouvent peut-être dans cette situation, quelles sont les ressources ici dans la région? Eh bien, il y a déjà les offices municipaux d'habitation qu'on retrouve ici partout dans la région. D'ailleurs, il y a celle de Rouyn-Noranda qui a lancé une ligne téléphonique d'urgence effective du 14 juin au 14 juillet. Il y a aussi la Piole ici à Val-d'Or, où est-ce que je me trouve. Je parlais justement hier au président du conseil d'administration de l'organisme qui me disait qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à aider, mais qu'ultimement, ils souhaitent que davantage soit fait pour la crise du logement. Moi, je souhaite pour l'Abitibi-Témiscamingue la construction de plusieurs appartements pour permettre un peu de régulariser la crise du logement. Sinon, on va se trouver à payer en hôtel, en hébergement d'urgence pour plusieurs personnes. Ma crainte, c'est de voir des familles arriver à la Piole de Val-d'Or, puis il est -1 pour ça. Donc, mais on va être là. En terminant, Kémilia, l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue me confirmait que ces 5 personnes qui sont nouvellement sans logis à Rouyn-Noranda, justement, l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue a épinglé une liste de ressources disponibles sur sa page Facebook. Oui, c'est une situation assez préoccupante. Merci, Félix. Au revoir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, à la veille du 1er juillet, connaissez-vous des personnes qui sont encore à la recherche d'un logement dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit dans le judiciaire maintenant, puisqu'un père de famille est appelé à un procès par le juge Thierry Potvin les 16 et 17 septembre prochains en Abitibi-Ouest. Le Rouyn-Norandien Michael No, 29 ans, est accusé d'agression sexuelle sur 4 enfants, des attouchements d'incitation à des gestes d'ordre sexuel et agression sexuelle. Se serait produit en janvier 2023 sur 2 garçons et 2 fillettes. Il avait plaidé non coupable par l'entremise de son avocat Pascal Jolicoeur en février dernier au Palais de justice de la Sarre. Et dans le domaine forestier maintenant, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, a dévoilé ce matin le rapport synthèse de la démarche de consultation sur l'avenir de la forêt. Mais Sophie, quels sont les points qui ressortent de ce rapport?
Eh bien, dans ce rapport d'une centaine de pages, il y a 4 grands constats qui se dégagent. Premièrement, il est nécessaire d'adapter l'aménagement forestier pour y inclure la notion des changements climatiques. C'est très actuel. Ensuite, il faut mieux prendre en compte les réalités régionales dans la planification forestière pour la simplifier, en fait. Et Québec veut aussi repenser le réseau des chemins multi-usages pour le rendre plus sécuritaire et assurer un meilleur partage des coûts de réfection, d'entretien entre les utilisateurs. Finalement, il faudrait aussi augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière. Je vous laisse entendre le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à ce sujet. J'ai entendu toutes les interventions dans chacune des régions du Québec et le rapport qui a été rendu public aujourd'hui, il reflète complètement la totalité des préoccupations puis des interventions de tous les participants qu'on a rencontrés, autant qu'est-ce qui allait mal, qui nous exprimaient, mais aussi des pistes de solutions qu'eux proposaient pour des avancements. Et Sophie, on peut dire quand même que ce rapport était plutôt attendu. Oui, parce que je vous rappelle que les consultations avaient été menées du 13 février au 12 avril 2024 et c'est une quarantaine de groupes de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont reliés de près ou de loin au secteur forestier qui avaient participé. On parle ici de citoyens, des communautés autochtones et des organismes qui utilisent la forêt. Et à travers le Québec, c'est environ 500 personnes qui ont participé aux diverses rencontres de consultation. Il y a plus de 540 questionnaires qui ont été remplis sur la plateforme web et 175 mémoires qui ont été soumis au ministère. Et dans les prochains mois, le ministère indique qu'il poursuivra son travail d'analyse et de réflexion pour définir les orientations concrètes à privilégier et les actions à entreprendre. Et il y a aussi des rencontres de rétroaction avec les communautés autochtones qui sont prévues en juillet pour compléter ces démarches. Donc, le député nous parle des prochaines étapes. Suite à la tournée, il fallait vraiment toucher au régime forestier, refaire une réforme, et c'est ça que la ministre a clairement annoncé. Donc, la prochaine étape, qu'elle a mentionné un peu, ça va être le dépôt d'un projet de loi. Ça va être quand même assez laborieux parce qu'en touchant le régime, c'est très complexe. La volonté des fonctionnaires et de la ministre, c'est de le simplifier. Et ce qu'on conclut de ce rapport, c'est qu'une modernisation du régime forestier s'impose pour faire face aux grands défis actuels dans le secteur. Et je vais parler avec quelques-uns des groupes qui ont participé aux consultations cet après-midi. Donc, je vous reviens avec plus de détails ce soir. Merci, Sophie. Je vous en prie. Le milieu journalistique et politique de la région déplore le décès de Jean-Marie Gilbert. L'ancien journaliste a été emporté par un malaise cardiaque à Rouyn-Noranda le 16 juin dernier à l'âge de 80 ans. Il a d'abord travaillé pour le Journal du Nord-Ouest, puis l'Écho abitibien. Il y a plus de 50 ans, Jean-Marie Gilbert est ensuite devenu reporter télé chez Radio-Nord à Val-d'Or, puis à Rouyn-Noranda pour plus de 20 ans. Il était connu pour dénoncer ce qu'il considérait comme des dérapages du milieu policier et hospitalier. Il a également été un témoin privilégié pour raconter la mort de 8 mineurs lors de l'effondrement de la mine Balmoral en mai 1980 à Louis-Vicourt. Jean-Marie a été un journaliste engagé. Il a brassé la cage à plusieurs reprises des autorités, des gens qui étaient en instance de décision. C'était important pour lui. Et il avait un style assez corrosif. Il n'hésitait pas, il ne mettait pas ses gants blancs. Et on se déplace à Rouyn-Noranda maintenant, puisque la ville a annoncé que les rues Gamble-Ouest et Perrault-Est, qui devaient être piétonnières depuis hier, vont en fin de compte rester ouvertes à la circulation jusqu'à demain. Les gens vont toutefois pouvoir continuer de profiter de l'avenue principale Quartier-Centre piétonnier. Ainsi, les activités prévues du Quartier-Centre vont toujours avoir lieu. On rappelle que la zone piétonne est ouverte au public jusqu'au 11 août prochain. Et du côté de Val-d'Or maintenant, en ce qui concerne les travaux du nouveau carrefour giratoire, la Ville annonce que la fermeture de l'intersection du sentier, dis-je bien, JP Roland-Fortin, doit se prolonger jusqu'à la fin mi-juillet. Une intervention d'Hydro-Québec préalable à la construction du nouveau tronçon de la piste cyclable a été retardée en raison des pannes électriques survenues sur le territoire dans les dernières semaines. Et la fermeture du boulevard Barrette entre la 7e rue et l'avenue Perrault est également prolongée pour une période de 2 semaines.
Et les spectacles dans le cadre du Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda se poursuivent tout au long de la fin de semaine. Ce soir, les gens pourront entre autres aller voir Maxime Gervais et ses invités mystères dès 18h30 à la Guinguette chez Edmund. Et par la suite, au Théâtre du Cuivre, l'humoriste Richardson Zéphyr est parmi nous pour animer son grand gala à 20h30. Samedi soir, le public pourra aussi assister à 3 spectacles d'humour au Paramount, soit le Gong Show, édition spéciale Juste mes chansons drôles de Daniel Grenier, ainsi que le dernier party du monde avec les Karaokings. Et pour clôturer l'événement, un brunch podcast intitulé Lendemain d'Apocalypse est également prévu dimanche à 11h. À l'occasion de la Fête du Canada, une méga journée d'activité est prévue pour toute la famille le 1er juillet au parc Philippe-Barrette à Témiscamingue. De 10h à 16h, des jeux gonflables, des tables à dessin ainsi que des jeux de société géants seront offerts au public. Les gens pourront aussi admirer des feux d'artifice en fin de soirée. Et à Ville-Marie, un atelier de mini piñata festive est prévu dès 14h au centre d'exposition du Rift. Les participants pourront créer leur propre piñata miniature avec du carton et des papiers de soie. Du gâteau et des breuvages seront également servis. Et le cyclodon organisé par la Ressource des personnes handicapées est de retour pour une 19e édition. L'organisation souhaite au moins une trentaine de participants et espère amasser 30 000 $ afin de lancer la prochaine édition du Téléthon régional. L'argent va servir également à offrir des services essentiels aux personnes handicapées de la région. Le 24 août prochain, 3 parcours sont proposés en direction d'Amos, variant entre 12 et 110 km. Les départs se font à Rouyn-Noranda, Cadillac et Saint-Mathieu d'Aricana. Les participants peuvent aussi s'engager à pédaler sur un certain nombre de kilomètres et effectuer leur propre itinéraire sur un vélo stationnaire. À la météo aujourd'hui, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux et de la pluie intermittente est prévue. C'est donc le moment de profiter des derniers rayons de soleil. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous rappeler que des commerces seront fermés à l'occasion de la Fête du Canada ce lundi. C'est d'ailleurs le cas pour les établissements commerciaux et les magasins de grande surface comme le Canadian Tire et le Tigre Géant. Les dépanneurs et les épiceries, quant à eux, vont demeurer ouverts. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve au TVA 17h58.